Donc moi, je suis cardiologue dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Bichat. Donc, je travaille énormément en interaction avec les chirurgiens et avec nos anesthésistes réanimateurs. Je vais régulièrement au bloc et en réanimation, donc dans la greffe et l'assistance, entre autres, d'où ma présence ici aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de parler donc, de la greffe. Il faut que tu mettes ton partage d'écran. Oui, je le mets. Je suis en train de chercher la bonne. Tac, partager. Voilà. Donc, la transplantation cardiaque et l'échocardiographie transthoracique et transœsophagienne. Vaste sujet, je l'ai découpé un peu en 3 parties. Le pré-greffe qu'on va aborder assez rapidement, le temps opératoire et périopératoire en réanimation, et puis le post-transplantation cardiaque avec le suivi de nos patients, qui est peut-être un petit peu moins votre quotidien en tant qu'anesthésiste réanimateur, mais qui est pour nous très important. Est-ce que tu peux te mettre en plein écran, s'il te plaît? Je ne suis pas en plein écran, là? Je ne crois pas. Pourtant, si. Moi, je suis en présentation de diapositive. Vous voyez quoi, vous? Honnêtement, c'est bien. C'est bien? Ouais, vous l'avez en plein écran? OK. Oui, c'est bien. On voit la diapo suivante, mais ce n'est pas grave. Ah bah non, ça ne va pas, ça. C'est étonnant. Alors, comment je fais? Non, mais ça laisse quand même. C'est pas grave. Bon, pour la diapo que tu nous présentes, hein, c'est pas un souci. Hein. Ouais. On y va, il n'y a pas de scoop. Donc, avant la transplantation, donc d'abord sur l'indication de la transplantation cardiaque, au-delà de toute l'indication clinique, l'échographie a un rôle déjà sur confirmer la sévérité de l'atteinte cardiaque et la concordance avec la clinique du patient. Et puis l'étiologie qui est importante pour nous, en particulier les patients par exemple qui ont une cardiopathie valvulaire mitrale ou un barrage mitral très ancien sont des patients qui vont avoir tendance à avoir plus d'HTAP et plus de résistance pulmonaire élevée, qui vont être des obstacles à la transplantation ou en tout cas qui vont être prédictifs de complications périopératoires. Donc l'établissement de la sévérité de l'atteinte cardiologique et de l'orientation étiologique sont des éléments importants pour nous. L'évaluation de la pression artérielle pulmonaire systolique et de l'ancienneté de cette hypertension artérielle pulmonaire, s'il y en a une, vont être des éléments très importants à mettre en place. Quand notre patient a l'indication à la greffe et est inscrit sur liste de transplantation, alors s'installe un suivi régulier s'ils sont en ambulatoire ou même hospitalisés. D'une part, sur les pressions de remplissage et leur niveau de stabilité de ce côté-là. On ne va pas refaire toute la session sur les pressions de remplissage, mais simplement les 2 cas extrêmes. Les pressions de remplissage, quand on a donc sur le flux mitral en Doppler pulsé, une onde E inférieure à l'onde A, où on est plutôt rassuré sur des pressions de remplissage qui vont être basses. À l'inverse, un flux mitral très restrictif avec une onde E très, très supérieure à l'onde A, voire une onde E quasi exclusive, où là, on va être dans une situation de pression de remplissage élevée chez des patients qui vont être plus à risque d'instabilité et de décompensation. L'autre versant va être le côté débit cardiaque. On a des patients qui vont être plutôt hypervolémiques, d'autres qui vont être plutôt en mode bas débit ou choc cardiogénique, qu'on va suivre essentiellement donc, sur l'ITV sous-aortique en Doppler pulsé dans la chambre de chasse, avec des patients qui vont garder un débit cardiaque conservé avec une ITV supérieure à 10. On a rarement des patients qui ont des ITV normales, elles sont autour de 12, 13, 14, 15, et des patients qui sont extrêmement précaires avec des ITV à moins de 12, sans pour autant forcément être en choc cardiogénique. Ce patient-là était hospitalisé mais stable, avec des patients qu'on va surveiller de beaucoup plus près et pour lesquels on va être plus inquiet. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas reprendre toutes les pressions de remplissage. Ça pourrait faire une demi-heure de topo. Mais si le sujet vous intéresse, je vous ai laissé la référence avec les 2 situations extrêmes qu'on vient de voir. Une onde E inférieure à l'onde A qui permet d'être assuré sur le niveau des pressions de remplissage du patient et les flux mitraux très restrictifs qui sont en faveur de pressions de remplissage très élevées. Donc, l'échographie cardiaque avant la transplantation cardiaque, pour nous permet d'établir la sévérité et l'étiologie de l'atteinte cardiologique avant l'indication de transplantation cardiaque, évaluer les pressions pulmonaires des patients, qui sont des éléments très importants avant de poser une indication de greffe cardiaque, et sont un élément du suivi évolutif, c'est la prolongation de l'examen clinique. Pour nous, on les évalue systématiquement en échographie avec la clinique, avec la biologie, de façon au moins mensuelle chez nos patients inscrits sur liste en ambulatoire.
Avant la greffe, il y a également l'évaluation du potentiel greffon, donc l'échographie avant le prélèvement multi-organes, pour lesquels on est appelé régulièrement. Et c'est important de faire un examen complet avec un compte-rendu détaillé et complet, parce que c'est sur ces éléments-là que les équipes choisissent ou non de prendre le greffon et de le proposer à un de leurs patients. Et donc, on nous donne toujours une feuille à remplir qu'il est important de remplir de façon bien détaillée avec les dimensions du ventricule gauche, si oui ou non il y a une hypertrophie, sa fonction systolique, sa cinétique, des atteintes valvulaires éventuelles, la fonction ventriculaire droite. Donc, tous les éléments sont extrêmement importants pour derrière les équipes pour choisir si oui ou non on prend le greffon et à quel patient on va le proposer en fonction du contexte clinique. Si on ne voit pas très bien en échographie transthoracique, ce qui arrive régulièrement en réanimation, pas hésiter à aller jusqu'à l'échographie transœsophagienne pour être précis sur les réponses qu'on apporte. Au bloc opératoire, donc, notre patient est inscrit, on a choisi le greffon. Juste un tout petit rappel sur les techniques opératoires. Maintenant, la technique la plus répandue, c'est la technique bicavale. Donc, on conserve la veine cave supérieure, veine cave inférieure du receveur, son aorte, son artère pulmonaire et tout le toit de l'oreillette gauche avec les 4 veines pulmonaires pour pouvoir faire après les anastomoses avec le cœur du greffon. Donc, c'est des anastomoses des gros vaisseaux et du toit de l'oreillette gauche qui est conservé chez le receveur. Alors, qu'est-ce qu'on regarde au bloc opératoire? Juste cette diapo pour pareil, vous montrer ce papier qui permet d'avoir une synthèse de tous les éléments à regarder en échographie transœsophagienne pendant l'intervention, avec les anomalies qu'on peut retrouver et par quelle vue on le fait. Les vues d'échographie transœsophagienne, en gros, la vue à 35 cm des arcades dentaires, donc la vue 4 cavités sur la croix du cœur, à 0 degré, oreillette gauche, oreillette droite, ventricule gauche, ventricule droit. Très bien pour voir les cavités gauches, la mitrale, le septum. Un peu moins bien pour voir le ventricule gauche, avec, en tournant le moteur, dégager l'aorte ascendante, toujours la valve mitrale. En tournant le poignet vers les cavités droites, le septum avec la vue bicavale, veine cave supérieure, veine cave inférieure, et vers 45 degrés, donc la valve aortique, l'infundibulum pulmonaire, la voie d'éjection aortique, et toujours le septum interauriculaire. Quand on pousse en transgastrique, en bécant bien pour être au contact du ventricule gauche, le ventricule gauche en petit axe, une excellente vue pour voir sa fonction systolique. Et quand on tourne à 120 degrés, on peut faire une ITV sous-aortique qui peut être intéressant pour l'évaluation du débit cardiaque. Et quand on remonte sur les vaisseaux de la base, à ce moment-là, on va dégager l'aorte, la bifurcation de l'artère pulmonaire. On peut voir l'artère pulmonaire droite, l'artère pulmonaire là. La gauche, on la dégage rarement très bien. Et la veine cave supérieure qui permet d'avoir une estimation de la volémie des patients chez les patients intubés ventilés. Donc, c'est les 3 niveaux de coupe principaux pour monitorer nos patients au bloc opératoire. Donc, quand on va monitorer une greffe cardiaque, il y a plusieurs éléments qu'on va prendre en compte. Le premier, ça va être l'élément hémodynamique avec l'évaluation du ventricule gauche et du ventricule droit. Donc, pour le ventricule gauche, on l'a vu, c'est plutôt par voie transgastrique en petit axe. En cas de dysfonction ventriculaire gauche, les 2 premières hypothèses vont être la dysfonction primaire du greffon, dont on va voir les facteurs de risque ensuite, et le rejet hyperaigu qui maintenant reste très exceptionnel, maintenant qu'on a les anticorps anti-HLA, qu'on peut matcher les patients de façon assez précise et qu'on a un traitement immunosuppresseur qui est bien connu. Donc, c'est essentiellement les dysfonctions primaires du greffon qu'on va observer avec les dysfonctions ventriculaire gauche, avec l'introduction de support par dobutamine et la discussion en équipe avec les chirurgiens d'une sortie en réanimation sous assistance par ECMO si besoin. Pardon, j'entends pas bien. Alors, j'ai pas entendu. C'est bon, Claire, je pense que c'est un micro qui est ouvert inopinément. Ah, c'est un micro qui est ouvert, d'accord. Je croyais que c'était une question, pardon. Donc, les facteurs de risque de dysfonction primaire du greffon qu'on a détaillés ici. En gros, chez le donneur, les éléments importants qu'on va aller regarder, ça va être la cause du décès, s'il existe une dysfonction myocardique, si le patient était sous support inotropique.
et s'il a des facteurs de risque cardiovasculaire avec des risques d'atteinte vasculaire coronaire. Chez le receveur, le fait d'être sous support mécanique, donc sous ECMO ou sous LVAD au moment de la transplantation, sont des risques de dysfonction primaire du greffon. On va prendre en compte également les comorbidités et le fait qu'il soit rédux ou multidux sont des éléments importants dans les risques de facteurs de dysfonction primaire du greffon. Et les éléments chirurgicaux, enfin le temps d'ischémie du greffon est extrêmement important. Et s'il existe un mismatch en termes de sexe ou de poids entre le donneur et le receveur, vont être également des facteurs de risque de dysfonction, ainsi que les transfusions massives qui sont souvent associées avec des patients multidux ou qui sont sous LVAD. Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre derrière de décider, de prédire le risque de dysfonction primaire qui persiste et de décider de la mise en place d'une assistance. Dans l'évaluation hémodynamique, on évalue le ventricule gauche, on évalue également le ventricule droit, avec un ventricule droit qui est plus difficile à évaluer en échographie transœsophagienne parce que plus loin de la sonde. Pas hésiter à multiplier les incidences. Ici, sur la croix du cœur, en cas de cavité qui ne tourne pas très bien, on voit un petit bout de la paroi latérale. Quand on tourne le moteur, toujours sur la croix du cœur, on voit mieux la zone de l'infundibulum. Et en transgastrique, on va aller descendre plus sur la paroi inférieure du ventricule droit. Donc, pas hésiter à multiplier les incidences, à évaluer sa fonction systolique. Ici, on a une dysfonction biventriculaire sévère et ses diamètres, son volume par rapport au ventricule gauche. Est-ce qu'il est dilaté ou non? Donc, de la même façon, les risques de dysfonction ventriculaire droite en post-opératoire vont être les mêmes que les facteurs de risque de dysfonction primaire du greffon, avec l'ischémie prolongée en premier, des complications périopératoires et les éléments particuliers pour le ventricule droit vont être la ventilation mécanique et ou l'existence d'une hypertension artérielle pulmonaire préexistante, comme on l'a vu tout à l'heure. On met un cœur sain chez un patient qui, de façon chronique, avait une hypertension artérielle pulmonaire, des fois des résistances un petit peu élevées. Et donc, souvent, le ventricule droit se dilate et voire est dysfonctionnant en post-opératoire. Les leviers thérapeutiques au bloc et en périopératoire vont être les vasodilatateurs pulmonaires, l'assistance, la dobutamine et une fois encore de discuter la mise en place d'une ECMO temporaire pour quelques jours, le temps de récupérer. Donc ici, un exemple d'une patiente qui était sortie sous ECMO pour une défaillance biventriculaire en post-transplantation cardiaque, avec ici une dilatation massive des cavités droites, une fuite tricuspidienne qui était sévère avec un défaut de coaptation majeur. Et on voit à J4 une franche récupération avec un ventricule droit qui a repris des dimensions normales, une coaptation tricuspide correcte et une fraction d'éjection qui est normale. On observe également un peu d'hypertrophie ventriculaire gauche, qui est souvent lié à l'œdème périopératoire et qui regresse dans le temps. Donc ça, c'est la dysfonction primaire du greffon telle qu'on peut la voir classiquement. En dehors de l'hémodynamique en périopératoire, on va également évaluer le côté plus chirurgical et technique, donc les anastomoses. Et il va falloir aller vérifier toutes les anastomoses. Donc les veines caves inférieures et supérieures, qu'on va essentiellement voir en bicavale, 90 degrés, des fois 100, des fois 120. On va dérouler les veines caves. Ici, c'est la veine cave supérieure qu'on voit bien. Il va falloir pousser un peu la sonde pour descendre pour aller mieux voir la veine cave inférieure. Avec le bidimensionnel et le Doppler couleur à la recherche d'un aliasing sur les veines caves. Et ici, on a un exemple d'une patiente qui avait une petite sténose sur la veine cave supérieure, qui avait un syndrome cave supérieure pendant plusieurs semaines après l'intervention, qui a fini par régresser sans qu'on ait besoin de dilater. Mais ça fait partie des complications possibles. Autre anastomose, l'artère pulmonaire qu'on va essayer d'aller dégager à 45 degrés derrière la valve aortique. On voit le début de l'artère pulmonaire et puis après en remontant la sonde de Théo pour aller voir la partie initiale de l'artère pulmonaire. L'aorte, alors moi je n'ai jamais vu de sténose sur l'aorte au niveau des anastomoses. En revanche, la complication qu'on peut voir après une transplantation, comme après toute chirurgie cardiaque, c'est les risques de dissection aortique. Il nous est arrivé d'avoir à mettre un tube suscoronaire chez un de nos patients après une transplantation cardiaque.
Dernière anastomose, l'oreillette gauche. Il n'est pas exceptionnel d'avoir des aspects un petit peu bilobés de l'oreillette gauche. Compte tenu de la technique chirurgicale, on garde le toit de l'oreillette gauche du receveur pour y greffer le donneur. Et donc, de temps en temps, on a des aspects un peu bilobés avec des fois en ETO l'impression d'avoir des néocavités près de la sonde. C'est simplement l'aspect vraiment bilobé de l'oreillette gauche qui est normal. Donc après l'hémodynamique, les anastomoses, veine cave supérieure, veine cave inférieure, artère pulmonaire, aorte et oreillette gauche. Et pour finir, l'évaluation des valves. Il n'est pas exceptionnel après l'intervention qu'on ait des fuites valvulaires, mitrales ou tricuspines en particulier, qui la plupart du temps sont des fuites fonctionnelles, étant donné qu'en préopératoire, on a évalué le greffon, qu'il n'y avait pas d'atteinte valvulaire organique documentée. Et donc, ces fuites fonctionnelles sont en général associées à la dysfonction primaire du greffon et régressent avec la récupération myocardique. Donc ici, une fuite mitrale fonctionnelle, ici, une fuite tricuspide fonctionnelle sur une défaillance à prédominance droite. Donc, en résumé, au bloc opératoire, on regarde l'hémodynamique avec les fonctions ventriculaires gauche et droite, on vérifie les anastomoses, on regarde les valves qui sont souvent associées aux fonctions ventriculaires gauche et droite, avec des implications pour la prise en charge qui vont nous orienter sur les nécessités de support inotrope, de vasodilatateurs pulmonaires, participer à la discussion de sortie sous ECMO en prenant en compte tous les facteurs de risque de dysfonction primaire du greffon et poser l'indication éventuellement d'une reprise chirurgicale en cas de complications mécaniques, dissection aortique en particulier. Dernier volet, enfin avant-dernier volet d'ailleurs, la post-opératoire précoce, en gros un patient en réanimation après une transplantation cardiaque. Nous on est appelé pour aller les voir en cas de défaillance hémodynamique. L'échographie va permettre d'orienter le diagnostic. La première hypothèse reste toujours la dysfonction primaire du greffon, dont une définition a été proposée dans ce papier, avec l'échographie qui est en première ligne pour l'évaluer. Donc, la définition de la dysfonction primaire du greffon, c'est sur la dysfonction ventriculaire gauche et après sur des éléments de nécessité de support inotrope ou d'ECMO. Donc, ici, un exemple de dysfonction biventriculaire. Et dans la dysfonction précoce du greffon, elle est classifiée en deux grandes catégories. Donc, la dysfonction primaire sans étiologie particulière en dehors simplement des facteurs de risque qu'on a identifiés qui récupèrent, comme je vous l'ai montré rapidement, en 1 à 4 jours, qui peut être monoventriculaire, biventriculaire, monoventriculaire gauche, biventriculaire ou monoventriculaire droite. Et les dysfonctions du greffon secondaire qui sont secondaires à une cause, tel le rejet hyperaigu qui est exceptionnel maintenant, les hypertensions artérielles pulmonaires avec des résistances qui peuvent être un peu fixées avec des risques de dysfonction droite qui vont se prolonger après les 4 jours ou des complications chirurgicales. Voilà, quand on a une cause secondaire, il peut arriver qu'on ait des dysfonctions qui persistent un peu plus longtemps et qui sont un petit peu plus compliquées à gérer. La deuxième cause principale de défaillance hémodynamique après l'intervention va être la tamponnade, l'épanchement péricardique, pour laquelle l'échographie, évidemment, permet le diagnostic, soit transthoracique, si on ne voit pas bien, pas hésiter à aller à l'échographie transœsophagienne. Et après, quand on a une échographie normale, sans défaillance du greffon ni tamponnade, dans ce cas, on s'oriente plus vers les causes septiques de réanimation. Mais l'échographie permet de faire la part des choses. Pour le suivi au long cours, l'échographie également est centrale. Un premier élément à avoir en tête quand on voit un patient greffé qui va bien, c'est qu'il a souvent une échographie qui n'est pas comme la normale. Et dans cette étude qui a regardé 124 patients greffés en bonne santé, donc sans rejet, ils l'ont comparé aux données des normes connues chez les sujets sains. On observe que la fonction ventriculaire gauche est subnormale, mais quand même un petit peu moins bonne sur la fraction d'éjection et sur l'évaluation du strain, donc, et de la déformation myocardique du ventricule gauche. Donc un transplanté cardiaque qui va bien a un cœur qui globalement se contracte un petit peu moins bien que la normale du sujet sain non transplanté.
C'est plus flagrant sur la fonction ventriculaire droite, évaluée ici sur les paramètres de fonction systolique à l'anneau, avec l'onde S en Doppler tissulaire et le TAPS en mode temps-mouvement, qui sont également diminués par rapport à la population saine générale. L'oreillette gauche également, on l'a vu, est souvent plus dilatée que dans la population générale. Ici, c'est une image pour voir ce que c'est qu'un TAPS en mode temps-mouvement sur la paroi latérale et l'onde S en Doppler tissulaire sur la paroi latérale du ventricule droit. Et également, en fonction du temps, les paramètres échographiques peuvent varier pour les patients, avec en particulier l'apparition secondaire d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Et enfin, quand les patients ont des antécédents de rejet, même si à un moment ils n'ont plus de rejet, ils vont avoir tendance à garder une dysfonction ventriculaire gauche, de la même façon évaluée par fraction d'éjection et par strain, par rapport aux patients greffés qui n'ont pas eu de rejet. Donc l'échographie cardiaque du sujet transplanté cardiaque qui va bien n'est pas strictement habituelle, ou en tout cas normale par rapport aux normes qu'on a l'habitude d'avoir, avec des ventricules droits qui peuvent être un peu dilatés, avec des fonctions systoliques ventriculaires droites un peu plus altérées, des paramètres ventriculaires gauche un peu moins bons également, et des oreillettes gauches qui vont être plus dilatées. On observe également un impact de l'antécédent de rejet sur la fonction myocardique de nos patients. Ensuite, qu'est-ce qu'on va chercher à dépister à l'échographie chez nos patients? De quoi meurent nos patients transplantés cardiaques en dehors de l'infection et à long terme de la néoplasie? Ils meurent de dysfonction du greffon, qu'on voit ici, de rejet aigu essentiellement dans la première année qu'on voit là, avec ensuite une disparition du rejet aigu, mais qui est relayée par une autre forme de rejet, qui est la maladie coronaire du greffon, qui est en rouge ici, qui apparaît après la première année et qui après garde une incidence avec des conséquences importantes, puisque c'est la mortalité des patients. Et donc, c'est ces formes de rejet qu'on va essayer de dépister à l'échographie cardiaque. C'est une autre façon de raconter la même chose avec la dysfonction du greffon. Ça, c'est en incidence cumulée. Les rejets aigus qui sont en bleu ici, donc essentiellement les premières années, ensuite on atteint un plateau, et l'apparition après la première année de la maladie coronaire du greffon qui monte progressivement. Et donc l'enjeu, compte tenu de la fréquence des rejets et de la maladie coronaire du greffon et de l'impact sur la mortalité de nos patients, c'est d'essayer de le dépister par l'imagerie. Quels moyens on a de le dépister? On a la biopsie endomyocardique qui est invasive avec des risques de complications. On a l'échographie cardiaque et on va le voir, ce n'est pas toujours évident, mais on a des indices pour nous aider, et éventuellement l'IRM qui est quand même moins accessible en pratique quotidienne. Donc l'échographie, c'est des indices de fonction diastolique qu'on va prendre en compte essentiellement, parce que la dysfonction systolique arrive tardivement en cas de rejet, avec essentiellement, on va le voir après, le PHT, donc sur le flux mitral en Doppler pulsé, la mesure du PHT, et la mesure du temps de relaxation isovolumétrique. Donc c'est le temps où le ventricule gauche se relaxe avant de se remplir, qui est entre l'éjection systolique qui est représentée avec l'ITV sous-aortique ici, et le remplissage mitral. On voit l'onde E mitrale, donc on se met en Doppler pulsé un peu entre la valve aortique et la valve mitrale pour pouvoir mesurer ce temps de relaxation isovolumétrique. Donc, dans cette revue systématique de 19 études sur le sujet, qui a comparé des patients qui a suivi des patients sur le flux diastolique, qu'est-ce qu'ils ont étudié? Très peu le Doppler tissulaire, très peu l'onde E et l'onde A, mais essentiellement, comme je vous l'ai montré, le PHT et le temps de relaxation isovolumétrique. Et donc, pour prédire le rejet, donc ça a été comparé avec des biopsies endomyocardiques. Ce qu'on observe, c'est qu'ils étudient essentiellement la variation du PHT pour un même patient. Il n'y a pas de valeur absolue pour un suivi de patient. C'est vraiment un même patient qui est son propre témoin, avec une sensibilité qui n'est pas très bonne. Ça va de 23 à 87%, mais globalement, une pas très bonne sensibilité. En revanche, une bonne spécificité. Donc, en cas d'altération du PHT, il y a une forte suspicion de rejet.
De la même façon, pour le temps de relaxation isovolumétrique, peu de valeurs seuil. Ici, ils en proposent une, mais globalement, c'est plutôt un même patient qui est son propre témoin, avec une sensibilité très variable, mais qui n'est pas excellente, et une spécificité qui est plutôt bonne. Pour essayer d'être plus précis, certaines études ont proposé le strain, donc l'étude de la déformation myocardique, que nous, on ne pratique pas beaucoup en pratique quotidienne, parce que, premièrement, il faut le temps d'analyse des images, et deuxièmement, il faut une excellente qualité d'imagerie pour pouvoir faire un strain de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas après une transplantation cardiaque. Néanmoins, sur cette méta-analyse, on voit qu'il y a une forte association entre l'altération du strain et la présence d'un rejet. Ce qui est intéressant d'observer une fois encore, c'est que la valeur absolue du strain, ici on a les groupes de patients qui font du rejet, ceux qui ne font pas de rejet, pardon, ceux qui en font. Ce qu'on voit, c'est que les valeurs absolues se recoupent fortement et on ne peut pas donner une valeur seuil pour un patient pour diagnostiquer ou dépister le rejet chez ces patients. C'est vraiment l'évolutivité pour un même patient qui vont être déterminants. Ici, un patient qui ne fait pas de rejet avec des valeurs qui restent autour d'une même droite. Ici, un patient qui fait un premier épisode de rejet traité, deuxième épisode de rejet traité, où on voit une franche altération du strain chez ce patient. Donc, vraiment, le suivi, c'est un patient par rapport à lui-même en transplantation cardiaque. Donc, le rejet en échographie cardiaque transthoracique, la fraction d'éjection ventriculaire gauche qui malheureusement s'altère tardivement, qui ne permet pas de dépister précocement le rejet, et essentiellement la fonction diastolique avec le PHT et le temps de relaxation isovolumétrique, et surtout pour un même patient qui reste son propre témoin. D'une part parce qu'ils ont des échographies cardiaques qui ne sont pas strictement normales après une transplantation cardiaque par rapport aux normes de la population générale, et ensuite parce que c'est vraiment le patient qui va être son propre témoin pour les rejets. Les dernières choses qu'on va pouvoir observer en échographie vont être les complications de la biopsie endomyocardique. On fait une échographie systématique après chaque biopsie endomyocardique chez nos patients. D'une part pour le dépistage de la tamponnade post-biopsie qui n'est pas exceptionnelle, et ensuite d'autres complications mécaniques qu'on peut apercevoir qui sont la fuite tricuspidienne traumatique quand on prend un petit cordage et les fistules coronaro-ventriculaires droites. Je crois que je suis dans les temps pour ce topo. Donc, en conclusion, l'échographie, c'est un outil qui est la prolongation de l'examen clinique maintenant, parce que peu invasif quand on parle d'échographie transœsophagienne, qui permet d'évaluer le patient à tout moment du parcours dans la transplantation, depuis le dépistage jusqu'à la surveillance périopératoire et la suivi au long cours. Sans oublier que chaque patient transplanté a des normes bien à lui et qu'il est sa propre référence. Merci à tous. Est-ce que merci beaucoup, des questions? Claire, pour ce topo. C'était très, très clair et très, très fourni, très détaillé. Super, vraiment, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, pas encore. Je crois que les... Il n'y en a pas. Alors, moi, j'ai une question sur la surveillance. Tu nous as dit qu'effectivement, notamment au niveau du strain, sur les indices de fonction diastolique, le patient était son propre contrôle, entre guillemets. À partir de quel délai par rapport à la transplantation, on considère que les chiffres vont être ceux de référence? Je veux dire, par rapport au post-op immédiat, il y a des dysfonctions diastoliques qui vont récupérer. À quel moment vous vous placez dans le suivi pour pouvoir établir si oui ou non il y a une suspicion de rejet? Alors, en pratique, c'est essentiellement quand nos patients sont sortis de l'hôpital, c'est-à-dire que tout le post-opératoire immédiat, tant qu'ils sont hospitalisés, ils ont de toute façon, dès le 10-15 jours après l'intervention, une biopsie endomyocardique systématique. Et c'est plus sur le suivi, quand on les voit en hôpital 2 jours à distance de l'intervention, qu'on prend en compte ces paramètres de fonction diastolique. Donc, plus à 1 mois, 2 mois post-opératoire. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Juste, Claire, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement, parce qu'on ne va pas forcément reparler, de tes critères de sevrage de l'ECMO quand tu dis que ces patients récupèrent assez vite et
général, c'est vrai. Dans quelles conditions d'examen vous vous mettez et qu'est-ce que vous retenez comme critères de sevrabilité de l'ECMO? Alors, donc, les critères de sevrabilité de l'ECMO, on a les critères hémodynamiques et cliniques et l'échographie qui vient les appuyer. On commence avant tout par regarder comment est le patient sous ECMO, comment il est ventilé, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ECMO a aussi un rôle d'oxygénation. Donc, s'il est ventilé correctement, s'il est pulsatile sur le plan clinique, quel est le support hémodynamique de nos patients. On n'envisage pas de sevrage d'ECMO quand nos patients sont sous 10 ou 15 gamma d'obutamine et des doses de noradrénaline importantes. Donc, il y a déjà ce contexte-là. Donc, quand on a un patient qui est ventilé correctement avec des doses de dobutamine qui sont 5 gamma ou moins de 5 gamma et des doses de noradrénaline qui ne sont pas trop importantes, alors on envisage la sevrabilité avec l'échographie cardiaque. En échographie, les critères sont ceux qui ont été validés par l'équipe de la Pitié, qui sont une fraction d'éjection ventriculaire gauche à plus de 20%, une ITV sous-aortique à plus de 10, une onde S à l'anneau mitral à plus de 6. Et donc, ça va être les éléments qu'on va regarder. La dernière chose, c'est qu'on n'a pas de paramètre objectif pour le ventricule droit, mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on regarde le ventricule droit assisté, s'il n'est pas trop dilaté, pas trop dysfonctionnant, et on baisse le débit d'ECMO à 1 litre et on le laisse pendant plusieurs minutes pour aller voir si le ventricule droit ne se met pas en charge et ne se dilate pas quand on le remet en charge. Donc, ça va être tous ces éléments-là qui vont nous permettre de juger de la sevrabilité de l'ECMO. Merci. Il y a quelqu'un qui demande si, quand tu détectes l'apparition d'une dysfonction diastolique, ça déclenche une biopsie myocardique dans la surveillance d'une transplantation. Oui, alors de la même façon, c'est très intégratif. On va aller regarder si le patient est immunisé contre son greffon. On va faire une biopsie endomyocardique assez facilement quand on a des altérations franches de la fonction diastolique. Et après, on va discuter. La biopsie n'est pas toujours, il suffit de biopsier un endroit où il n'y a pas de rejet, même en cas de négativité de la biopsie. Si on a une altération très franche, on peut être amené à faire des cures de corticoïdes chez nos patients avec la surveillance échographique derrière. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Yvan, je propose qu'on fasse la pause. Pause et on se retrouve d'ici un petit quart d'heure, 10-12 minutes pour recommencer. C'est ça. 30, hein, c'est ça. Claire, merci infiniment pour cette très belle présentation.